Revenir sur le prix, regardez de ces images prises hier dans le bureau ovale. Donald Trump en compagnie de Mark Fogel, détenu par Moscou depuis 2021, libéré hier. Alors quelle est la nature du deal passé entre les présidents russes et américains? Qu'est-ce que cela signifie des prochaines négociations entre les deux hommes, et notamment sur le dossier ukrainien? Vos analyses, mes chers experts, dans un instant, mais avant, on écoute le président américain. Vous avez demandé quelque chose en échange? Pas grand-chose. Non, ils ont été très gentils. Nous avons été traités très gentiment par la Russie. J'espère que c'est le début d'une relation qui nous permettra de mettre fin à cette guerre et d'arrêter de tuer des millions de soldats. Ils ont perdu des millions de personnes, probablement 1,5 million de soldats en peu de temps. Nous devons mettre fin à cette guerre. Alors on va revenir sur ça m'a pas coûté cher. Il y a d'autres deals qui normalement sont prévus pour la fin de semaine. On va écouter le Kremlin qui a réagi. Alors le Kremlin arrive bientôt, on l'a en citation. Vous savez, juste pour vous expliquer, en général avec Moscou, vous avez l'écrit et au cours de l'émission, on a les paroles. Voilà ce que dit le porte-parole de Vladimir Poutine. Point de bascule en vue d'un règlement du Kremlin, non. L'Ukraine, non. Mais pour renforcer l'amitié entre les peuples, entre les États-Unis et la Russie, entre Trump et Poutine, pourquoi pas? Comment vous analysez ce deal, tout à la gloire d'ailleurs de Donald Trump pour le moment? En l'occurrence, il y a toujours un double discours. Trump et Poutine ne parlent pas la même langue et en termes de communication, ils font pas les mêmes effets de manche. Donald Trump est toujours léger en disant ça m'a rien coûté, ils sont gentils avec moi, tout avance. Il mêle toutes les affaires finalement en disant on a libéré un prisonnier otage, on appellera ça comme on souhaite, et la guerre en Ukraine dans le même discours, alors que Kremlin sépare bien les sujets en disant là, on discute d'une chose, ce sont les prisonniers. L'Ukraine, c'est un autre sujet qu'on va débattre par ailleurs. On ne mélange pas les genres et il n'y a aucune gentillesse en question. C'est le changement de président américain, donc des négociations qui se mettent en place et donc il y a des échanges. Mais il y a toujours une ambivalence, surtout chez Trump, qui a tendance à faire des espèces de pot-pourri de communication où il a tendance à tout mêler. La Russie, la Corée du Nord, il court après son prix Nobel de la paix en voulant la paix pour le monde entier. L'économie américaine d'ailleurs également. Tout est mêlé dans ces communications alors que Kremlin a une communication plutôt militaire. C'est très peu de mots, très factuel et des sujets très séparés, à moins qu'ils souhaitent passer des messages. Et à ce moment-là, ils utilisent leurs journalistes plutôt que leurs porte-parole. Est-ce que c'est un deal, mes amis, est-ce que c'est un deal politique ? Oui, mais pas. Parce que c'est un deal d'amitié. Alors c'est toute l'ambiguïté entre deux hommes et l'ambivalence dont parlait Valéria, puisqu'on ne connaît pas exactement la teneur des relations entre Poutine et Trump. C'est bien le problème, cette espèce de brouillard qui existe sur la relation entre les deux personnages. C'est pas une libération très spectaculaire. Il faut se souvenir quand même que en décembre 2022, il y a eu cet échange très spectaculaire entre deux vedettes. Je mets ça entre guillemets, entre Victor Bout et puis Britney Greener. Trafiquant d'armes et la basketteuse, et puis surtout en août 2024, la libération de 16 Américains et d'autres ressortissants de nations occidentales contre 10 Russes qui avaient été accueillis de manière triomphale par Poutine à leur arrivée à Moscou. Donc là finalement c'est un échange, je dirais, relativement, enfin la jauge est très limitée. Oui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vendredi, voilà. 2 ressortissants américains apparemment. Et le stock de prisonniers ou d'espions américains dans les geôles russes c'est surtout que alors baisse oui et non, parce qu'en même temps, comme il y a encore des gens avec la nationalité américaine en Russie, si Vladimir Poutine se rend compte qu'il se rend compte depuis quelque temps que c'est efficace de faire condamner des Américains par la justice russe. Dieu sait si c'est pas très compliqué pour Poutine de faire ça. Il a même réussi à assassiner son premier opposant, donc ça devrait pas être le truc le plus dur à faire. Et donc il peut reconstituer son stock indéfiniment dans certains points de vue. C'est un peu le risque en ce moment, et c'est pour ça que nous on conseille quand même aussi à nos ressortissants de pas trop traîner par là-bas. Le problème, on a un Français qui a été arrêté
arrêter comme ça, avec la loi de non-enregistrement des agents de l'étranger. Donc ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc c'est une vieille méthode guébiste, enfin donc des agents russes, qui est d'essayer de s'attirer, pour le coup pour pas cher, les faveurs de la personne qui est leur cible, et leur cible elle est clairement Donald Trump, qui justement a tendance à tout confondre et à pas, voilà. Alors est-ce que ça marchera pas, on verra bien, mais on voit bien que autant Volodymyr Zelensky avait compris que Trump ne voit que ses intérêts propres. On l'a bien vu sur sa dernière déclaration, il se fout de l'Ukraine, il se fout de l'Europe, il se fout de tout ça. Donc lui, il a trouvé les terres riches pour donner un intérêt à Trump de défendre l'Ukraine, et Vladimir Poutine essaye lui de faire des petits gestes qui lui coûtent effectivement pas grand-chose, puisque le pauvre gars, lui, je pense qu'il avait été arrêté parce qu'il avait en 2021, donc avant même la guerre, pour avoir eu de la marijuana vocation médicale. À vocation médicale. Oui, enfin bon, bref. Donc pour les Russes, mais c'est un concept un peu bizarre. Quand on cherche, on trouve comme les animaux de compagnie. Parfois, on peut glisser des choses aussi dans les valises. Voilà. Donc, Chère Sylvia, il y a quand même un homme derrière tout ça. Il s'appelle Steve Witkoff. Oui. C'est lui qui serait le négociateur pour Donald Trump afin de libérer les otages ou les prisonniers américains retenus notamment en Russie. Oui, Steve Witkoff, vous savez, c'est l'homme de la trêve entre Israël et le Hamas. C'est lui qui avait réussi, avant l'investiture de Donald Trump, à arracher un accord avec toutes les parties, avec une trêve qui était entrée en vigueur le 19 janvier précisément. Il est officiellement l'émissaire spécial du président Trump pour le Moyen-Orient. Et je rappelle que Steve Witkoff, il a 67 ans, c'est un néophyte complet. C'est pas du tout un diplomate, c'est pas un fonctionnaire. Il vient comme Donald Trump de l'immobilier. Il est proche d'ailleurs de Donald Trump. Il y a fait fortune, et le président américain ne tarit pas d'éloges sur lui. Regardez ce qu'il disait d'ailleurs sur Steve Witkoff la semaine dernière, juste à l'occasion de la venue de Benjamin Netanyahou. Steve Witkoff qui est ici dans la salle. Steve, levez-vous s'il vous plaît. Quel travail vous avez effectué. Je suis fier de vous. Voilà, alors peu importe les titres dans la galaxie Trump, ce qu'il a réussi à faire pour le Moyen-Orient, il peut aussi le faire avec la Russie, avec là aussi un succès, la libération. Effectivement, on a vu les images de Marc Fogel, cet Américain condamné à 14 ans de prison, libéré hier après 4 ans de détention. Et c'est lui qui aurait négocié Witkoff, qui a même ramené Marc Fogel dans son jet privé. C'est assez rare quand même, ça se passe pas trop comme ça en général. Un échange qui permet donc à Donald Trump de communiquer sur sa relation avec Poutine et d'annoncer même de nouvelles libérations. Il faut savoir, en tout cas, c'est la première mission d'un responsable américain en Russie depuis quelle année, Christophe, d'ailleurs, depuis 2021, avant l'invasion de l'Ukraine. À l'époque, c'était William Burns. Et avant que Fogel soit interpellé. Exactement, et c'était William Burns qui s'était déplacé pour empêcher l'invasion de l'Ukraine. Alors ce personnage, est-ce qu'il va jouer un rôle dans cette partie du monde? Intéressante cette partie du monde. Effectivement, alors normalement, c'est pas lui qui est à la manœuvre. Vous savez, c'est Keith Kellogg qui a été nommé, qui a promis de régler d'ailleurs la situation en 100 jours. Il doit d'ailleurs se rendre en Ukraine très prochainement, le 20 février, et préparer plusieurs options. Mais selon le New York Times, Steve Witkoff est donc secrètement chargé d'aider à mettre fin à la guerre. Regardez ce que dit le quotidien new-yorkais avec des sources anonymes. Il y a quelques semaines, M. Trump a secrètement donné à Witkoff le pouvoir d'étendre son portefeuille au-delà du Moyen-Orient dans le but d'ouvrir un canal de négociation avec les Russes. Il se serait entretenu directement avec des alliés proches du président Poutine, et il aurait aussi déjà discuté de l'Ukraine avec des contacts en Arabie Saoudite et au Qatar, mais le périmètre de ses pouvoirs, son autorité, c'est encore un peu flou pour le moment. Et ça, Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Non, mais honnêtement, tu as raison, c'est un vrai sujet. C'est un énorme sujet. C'est que comme Donald Trump n'a pas confiance dans son appareil de sécurité et dans ses services, pour faire simple, normalement, c'est les services qui font ça. Et normalement, dans les négociations internationales sur la question des otages ou des libérations de prisonniers judiciaires, d'otages judiciaires, l'important pour pouvoir être en position de force dans les négociations et ne pas justement être obligé d'être redevable, c'est de garder un canal unique.
et un canal unique et vérifié qui, en général, passe par des professionnels. Le problème, c'est que comme Trump n'a pas du tout confiance dans son appareil d'État et qu'il est en train de le pétarder, pour dire les choses franchement, il travaille avec des intermédiaires individuels qui sont en compétition, donc il n'y a plus de limite sur les zones d'intervention. Et nous, par exemple, en France, on s'est longtemps battu contre ça. C'est ce qu'on appelle les barbouzes, en fait. Il y a un moment, c'est un vrai problème. Parce que, en prenant un exemple, on avait eu ce problème, rappelez-vous, au moment de la libération des otages en Irak, quand des hommes, soi-disant politiques, Didier Julia, etc., avaient essayé de pétarder des choses qui étaient en place, quitte à mettre à risque des libérations qui étaient en cours, et où, en fait, on demande sur chaque libération d'otages, et ce que demandent les services et l'appareil de sécurité, c'est que tout leur revienne, parce que eux seuls ont la vision de ce qui se passe, et pour éviter d'ouvrir justement des canaux parallèles et des compétitions qui permettent aux gens en face de faire monter les enchères. Et c'est ça qu'on est en train de voir, et ça, c'est dangereux dans ce type de situation en négociation internationale.